Bonsoir tout le monde et merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. D'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique messages, enfin commentaires à côté. Nous les prendrons à la fin puisqu'il y aura un temps d'échange ensemble. Alors ce soir, nous allons essayer de construire ensemble le marché de l'hydrogène. Vous le savez mieux que moi, l'hydrogène a le vent en poupe puisqu'il permettrait d'atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte, qui fixe des objectifs ambitieux à horizon 2030 de 30% d'énergie, 32% même d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale, de 40% d'énergie renouvelable dans la production électrique, une réduction de 30% de recours à l'utilisation d'énergie fossile et de décarboner 10% du gaz. C'est ambitieux, mais tout ça pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Alors, pour en parler mieux que moi, j'ai le plaisir ce soir d'avoir à mes côtés 3 experts. Sandrine Meunier, directrice générale de GRT Gaz, Adeline Duterque, secrétaire générale de GRT Gaz, et Anthony Mazzanga, directeur du développement de GRT Gaz. Je vais d'abord demander à Sandrine de me rejoindre pour introduire au mieux cet événement. Merci beaucoup Alice. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée fructueuse en rencontres et en contact. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir, donc, sur ce salon à Evolution. Alors c'est ma première intervention publique, puisque ma nomination date de 3 jours. Voilà, mais je suis ravie et je trouve que c'est aussi un signal fort par rapport, vous le savez, à la projection d'avenir que nous voulons avoir à GRT Gaz. Et je trouve que c'est un symbole important d'être là ici ce soir. Voilà, alors nous sommes chez GRT Gaz, donc au début de la 3e révolution du gaz. C'est un défi qui va demander des transformations profondes pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients, pour concevoir un nouveau modèle énergétique, notamment au niveau de nos infrastructures. Ces transformations, c'est un vrai projet d'entreprise. Elles concernent des transformations humaines, digitales, économiques et aussi environnementales. En tous les cas, c'est le sens de la feuille de route que nous allons construire avec les équipes de GRT Gaz pour aborder l'horizon de 2030. Alors 2023 a été une année qui a été marquée par beaucoup d'événements qui ont mis à l'épreuve nos économies et qui ont souligné les enjeux de compétitivité, de souveraineté des économies. Nous avons également connu quelques difficultés sur la sécurité d'approvisionnement énergétique, qui a souligné l'importance de la complémentarité des énergies entre le gaz et l'électricité. S'ajoute à tous ces enjeux celui de la décarbonation de nos économies. Alors il y a bien sûr le phase-out des énergies fossiles dans la COP28, le Fit for 55 au niveau européen, et puis la feuille de route de décarbonation des grands émetteurs. Le point commun de tous ces éléments, c'est bien sûr les efforts qui vont être nécessaires pour atteindre les objectifs: efficacité énergétique, sobriété, et aussi la mobilisation de toutes les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, mais aussi évidemment le biométhane, l'hydrogène et enfin le CCUS, c'est-à-dire la capture, le stockage et l'utilisation du CO2 pour les émissions incompressibles. Alors, GRT Gaz, nous œuvrons depuis des années pour assurer la compétitivité et la sécurité d'approvisionnement en gaz. Et notre objectif est de continuer sur les nouveaux gaz, donc décarbonés, pour accompagner nos clients dans leur stratégie de décarbonisation en leur proposant différentes solutions fiables et compétitives via le biométhane, l'hydrogène et la capture du CO2. Alors on est déjà engagé depuis quelques années et notamment l'année 2023 a été particulièrement porteuse d'espoir. Sur le plan du biométhane par exemple, nous avons actuellement 80 postes, donc 10 postes biométhane qui injectent sur le réseau de transport et nous avons eu 17 nouveaux raccordements en 2023. Nous avons également 20 postes de rebours. Les postes de rebours permettent de renvoyer le gaz, le biométhane produit dans les réseaux
réseau de transport. Donc on a 20 postes actuellement raccordés au réseau de GRT Gaz, dont 17 nouveaux depuis le début de l'année 2023. On voit également que d'autres dispositions ont été prises par les pouvoirs publics pour pouvoir relancer la dynamique de la filière, et on espère avoir une nouvelle vague importante de raccordement de biométhane à nos réseaux à partir de 2025-2026, ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs ambitieux qui ont été fixés par le plan national énergie-climat de 44 TWh à un horizon 2030. Et juste pour vous donner une idée, c'est à peu près la production qui est faite en Europe aujourd'hui. Sur l'hydrogène, c'est clairement une vision de décarbonation majeure de notre industrie et aussi de la mobilité lourde. On y travaille à GRT Gaz depuis des années, sur le référentiel technique, bien évidemment, avec nos démonstrateurs. Alors, vous devez connaître Jupiter 1000, donc à Fos, et également le banc d'essai, donc Phoenix, qui est basé donc dans notre centre de R&D à Alfortville, afin de définir les méthodes de conversion des canalisations qui étaient utilisées pour le méthane, les convertir pour l'hydrogène. Et nous avons l'intention d'utiliser ces travaux, les résultats obtenus, pour les appliquer à Mosaïque, notre projet qui va relier la Moselle et la Sarre, dont va nous parler tout à l'heure Anthony, et pour lequel nous espérons annoncer très prochainement la décision d'engagement. On est bien sûr présent sur beaucoup de hubs également industriels, et vous le savez, on prépare également l'avenir, et notamment l'interconnexion entre les projets Barmar et Hyphen. Donc Barmar, c'est la canalisation qui va rejoindre Barcelone, qui va en tous les cas connecter Barcelone et Marseille, et Hyphen qui est le corridor qui va permettre de remonter l'hydrogène vert depuis Marseille vers l'Allemagne. Sur le CO2 également, on est présent sur les hubs très importants qui sont surtout les grands ports français, et on a déjà engagé des collaborations avec différents acteurs majeurs du stockage de CO2 en France et à l'international, et notamment avec la Norvège. Alors vraiment, notre objectif GRT Gaz, et on va vous en parler dans le détail ce soir, c'est de donner accès à nos clients différentes solutions de décarbonation pour avoir des solutions sûres, fiables, compétitives, et les accompagner dans cette démarche. Alors, je vais te repasser la parole, Alice, pour la suite et le détail de nos projets et des réglementations et du contexte français et européen. Je vais maintenant appeler Adeline. Je vous invite à me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Est-ce que vous pouvez me parler de l'actualité du marché institutionnel de l'hydrogène, justement, et notamment des enjeux européens, puisque je crois que c'est une actualité assez forte, justement. Oui, il y a une grosse actualité en ce moment au niveau européen sur l'hydrogène, puisque ce qu'on appelle le paquet gaz, ou la 4e directive, est actuellement en cours de finalisation. Et l'objectif de ce paquet gaz, c'est d'avoir un cadre réglementaire au niveau européen qui permette de favoriser l'émergence de l'hydrogène vert, mais aussi de tous les gaz bas carbone. Alors, ce paquet gaz, il est composé d'un règlement et d'une directive. En tout, ça fait 500 pages, donc on ne va pas passer la soirée dessus. Je vais essayer de vous les résumer, les grands principes qu'il y a dedans en 1 ou 2 minutes. Peut-être pour faire très très simple, disons que les grands principes qui président à ce paquet gaz sont sensiblement analogues à ceux qui régissent le fonctionnement du marché du gaz. Premier principe, c'est celui de la séparation verticale. Comme en gaz, les opérateurs d'hydrogène, les opérateurs d'infrastructures d'hydrogène seront nécessairement distincts des opérateurs de production ou de commercialisation d'hydrogène. Et ce, afin de favoriser l'accès à tous, ouvert et non discriminatoire. Deuxième grand principe, séparation horizontale, c'est-à-dire qu'un opérateur gaz, d'infrastructure de transport de gaz, pourra être également opérateur d'infrastructure de transport d'hydrogène, mais dans 2 entités séparées, donc concrètement au sein de filiales.
C'est un principe qui est relativement lâche au niveau de, enfin lâche au sens pas très contraignant, on va dire, puisque d'une part les États membres sont autorisés à faire des dérogations par rapport à ce principe général, et puis d'autre part les opérateurs peuvent mettre un petit peu ce qu'ils veulent dans la filiale, des gens, des actifs, voilà, c'est pas très défini au niveau européen. Troisième principe, c'est les institutions qui régissent la régulation européenne. Donc, vous savez sans doute qu'il y a aujourd'hui 2 grands organismes au niveau européen qui s'occupent de la régulation et des équilibres offre-demande. C'est pour l'électricité l'ENSOE et pour le gaz l'ENSOG. Le paquet gaz indique que pour l'hydrogène, il faudra que ce soit un organisme différent qui s'appellera l'ENOH, E2NOH, et qui donc s'occupera des équilibres offre-demande et des grands principes de régulation au niveau européen. Alors cet ENOH, on a commencé déjà évidemment avec nos partenaires transporteurs de gaz européens à réfléchir à ce qui pourrait être. Donc GRTgaz est partie prenante de ces discussions, mais peut-être juste signaler que pour l'instant un certain nombre d'opérateurs d'États membres européens ont déjà désigné qui seraient le ou les transporteurs en charge du marché de l'hydrogène. Ce n'est pas encore le cas en France, et il faudrait que ce soit le cas assez rapidement pour que la France puisse avoir toute sa place au niveau européen dans le tour de table de ces opérateurs qui réfléchissent aux grands principes qui vont réguler cette activité. Dernier grand principe que je voulais évoquer, c'est la question des tarifs. Chaque autorité de régulation nationale aura la main sur ses tarifs d'hydrogène sous réserve de 2 conditions: qu'elle se mette d'accord avec les opérateurs adjacents, des pays États membres adjacents, qu'elle en discute pour qu'il n'y ait pas de grands écarts, et puis que l'ACER, qui est l'agence de régulation, de coordination des régulateurs européens, soit informée de ces tarifs. Donc, voilà, en gros, une assez grande liberté par rapport à la fixation des tarifs, enfin une autonomie des différents États membres. En termes de calendrier maintenant, alors à court terme, on va avoir la finalisation de ce paquet gaz, donc qui a été, dont les contours sont maintenant bien connus, mais qui n'a pas encore été concrètement voté, donc ça va se faire dans les jours ou les semaines qui viennent. D'ici septembre, c'est la date limite pour que tous les États membres désignent le ou les opérateurs transporteurs d'hydrogène pour leur État membre. Et on a ensuite, une fois que cette directive sera entrée en vigueur, la France, enfin tous les États membres, auront à peu près 2 ans pour transposer la directive en droit français. Et donc, ça nous mène à peu près à fin 2026. Et puis, les règles tarifaires et les règles de régulation, elles vont se mettre en place progressivement. Et il y a une date limite qui n'est pas encore complètement calée, mais c'est en gros 2030-2035 pour que le marché de l'hydrogène soit au niveau européen complètement fonctionnel. Et alors, qu'en est-il au niveau national ? Alors, au niveau français aussi, il y a pas mal d'actualités. Il y a eu une consultation gouvernementale qui s'est clôturée le 19 janvier dernier concernant la refonte de la stratégie française en matière d'hydrogène. Et donc, normalement, maintenant que cette consultation est terminée, on va avoir une publication pour indiquer quels sont les contours de cette refonte. Alors, on en a les grands piliers déjà qui sont bien connus. Il y en a 4. Premièrement, un objectif de capacité de production d'hydrogène bas carbone qui a été fixé à 6,5 gigawatts à l'horizon 2030 et 10 gigawatts à l'horizon 2035. Avec des priorités données sur les usages à destination des clients industriels et mobilité lourde. Deuxième principe, c'est un soutien à la production française d'hydrogène avec des aides de l'ordre de 4 milliards d'euros pour sécuriser sur 10 ans la compétitivité de la production d'hydrogène en France. Troisième grand principe, le déploiement d'infrastructures de transport d'hydrogène. Et là, la priorité du gouvernement, c'est de commencer par déployer des infrastructures d'hydrogène sur des hubs, des grandes zones de consommation, et de les connecter
aux infrastructures de stockage d'hydrogène, de manière à ce qu'il puisse y avoir une modulation et qu'il puisse y avoir la variation de consommation et qu'on puisse s'y adapter. Et puis enfin, le dernier principe, c'est garantir les conditions qui sont nécessaires pour le développement de la filière. Alors il y a pas mal de critères pour que la filière puisse se développer, des enjeux évidemment d'accès aux compétences, des enjeux d'accès au foncier, des enjeux aussi beaucoup de stabilité du cadre réglementaire. Et donc tout ça fait également partie de la stratégie hydrogène française qui est en cours de finalisation. Alors, GRTgaz, nous, on accueille très favorablement à cette mise à jour de la stratégie française. D'abord parce qu'elle reconnaît le rôle des infrastructures hydrogène pour connecter tous les hubs de consommation d'hydrogène aux zones de stockage. Et il faut souligner que GRTgaz, avec nos collègues transporteurs d'électricité RTE, avait produit une étude courant 2023 qui montrait que justement le fait de connecter toutes ces zones de consommation via un réseau de transport d'hydrogène était beaucoup plus efficient et beaucoup plus, sur le plan technico-économique, beaucoup plus efficace que par exemple de mettre des électrolyseurs au pied de chaque client industriel consommateur. Ça représentait une économie de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, donc significative. Et donc le gouvernement français, dans sa stratégie hydrogène, reconnaît que c'est par ce moyen-là le plus efficient qu'il faut développer ce marché. Deuxième raison pour laquelle nous, on estime que c'est vraiment un grand pas en avant, c'est parce que dans cette stratégie, on avance progressivement. C'est-à-dire qu'il faudra connecter d'abord les grandes zones de consommation aux zones de stockage, mais dans un deuxième temps, on pense qu'il faudra évoluer vers un réseau national et demain même international pour avoir une zone européenne, enfin une Europe qui soit aux avant-postes du développement de cette économie de l'hydrogène. Autre point positif, la stratégie qui est en cours de mise à jour s'ouvre aux importations d'hydrogène et nous pensons que c'est intéressant d'avoir à la fois de la production nationale qui fait qu'on a une indépendance et une autonomie énergétique, mais également de pouvoir s'ouvrir à des importations peu chères pour pouvoir sécuriser un approvisionnement en hydrogène qui soit à la fois sûr et compétitif. Alors, dernier point important, qui peut-être manque encore dans cette stratégie française en cours de finalisation, c'est le modèle régulatoire. Et nous, il nous semble que ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait avoir très rapidement les idées claires. Pourquoi ? Parce que développer des infrastructures d'hydrogène, ça prend du temps. Quand on a un projet, à partir d'une décision d'investissement, eh bien, on dépose ce projet auprès des pouvoirs publics et il y a une instruction pour vérifier que ce projet est conforme, etc. Ça prend un certain temps, et quand je dis un certain temps, c'est 1 an et demi, 2 ans. Donc ça prend déjà quand même pas mal de temps. Et une fois qu'on a cette autorisation, eh bien, il y a encore le temps de la construction du réseau à proprement parler, ce qui reprend entre 1 an et 2 ans. Et donc, nous, on a des projets, Anthony vous en parlera tout à l'heure, on en a un qu'on met en service dès 2027. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir très très vite maintenant le modèle régulatoire pour nous permettre de tenir ce calendrier si on veut pouvoir tenir ces objectifs. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de GRTgaz en matière d'hydrogène, justement ? Oui, bon, alors je vais être assez rapide parce que Sandrine l'a dit tout à l'heure, mais bon, nous, évidemment, on s'inscrit pleinement dans cette stratégie française. On entend être un acteur majeur français et européen du transport d'hydrogène. On a quelques atouts à faire valoir. D'abord, on a un centre de recherche qui s'appelle RICE, et avec un certain nombre d'experts, une centaine d'experts qui sont assez pointus et en avance sur la question de l'hydrogène. On a aussi une capacité à planifier. On a su montrer que le développement du réseau gazier français répondait à des capacités de planification. Et nous, on est convaincus que la planification, elle va être clé dans ce déploiement d'infrastructures parce qu'il faut absolument qu'on se coordonne hydrogène, gaz, d'autant plus qu'en gaz, on va convertir un certain nombre de nos réseaux qui transportaient du gaz fossile en réseau hydrogène, donc il faut que les deux soient vraiment très proches, et électricité, bien sûr. Et puis, troisième capacité qu'on a, outre les capacités techniques d'exploitation en toute sécurité du réseau, bien sûr, c'est notre capacité à travailler dans un modèle régulé, comme celui que sera le marché de l'hydrogène. Donc, voilà, notre stratégie, elle sera aussi
calé sur la montée en puissance telle qu'elle est prévue par les pouvoirs publics français, c'est-à-dire des bassins d'abord, puis des interconnexions, et enfin des connexions internationales en ligne avec la stratégie nationale. Et donc notre positionnement, nous on se positionne uniquement en tant que transporteur d'hydrogène dans le cadre d'un modèle régulé, c'est-à-dire complètement transparent et non discriminatoire pour permettre aux opérateurs de venir profiter du réseau dans les mêmes conditions de transparence et de non-discrimination, et donc permettre d'avoir un marché qui se développe sur le plan de la compétitivité et qui laisse accès à tous dans des conditions tout à fait équitables. Merci Adeline, c'était très clair. On l'applaudit bien fort. Je vais maintenant demander à Anthony de me rejoindre, justement pour illustrer les propos d'Adeline et de Sandrine. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Est-ce que vous pouvez me parler des projets en cours ? Oui, alors les projets en cours de GRTgaz, ils sont nombreux, mais peut-être avant de rentrer déjà dans le détail des projets, je vous propose de partager quels sont les principes de développement de nos projets. Une planche peut-être un peu compliquée, mais qui illustre un principe très simple, c'est qu'à chaque étape de développement de nos projets, nous sommes en relation avec les futurs clients de ces infrastructures, clients producteurs, clients consommateurs, opérateurs adjacents, opérateurs de stockage. Et ça, dès les premières étapes, dès le moment où on va déjà commencer à vouloir identifier un besoin de transport, on va interagir avec les acteurs du marché via des appels à manifestation d'intérêt, via également évidemment des relations en one-to-one avec chacun des acteurs. Et ensuite, on va progresser à chaque étape en demandant un engagement réciproque, typiquement un engagement financier dans les premières phases d'études. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros en phase d'études de faisabilité, quelques centaines de milliers d'euros en phase d'études de base. Donc vous voyez que c'est déjà des engagements conséquents et on constate sur les différents projets que je détaillerai ensuite que les clients sont au rendez-vous, ce qui confirme bien la qualité et la crédibilité de leur projet et leur envie de nous voir avancer sur nos propres projets d'infrastructure. On va ensuite prendre des décisions d'investissement et baser sur des réservations de capacité et des réservations de capacité de suffisamment long terme pour pouvoir nous projeter effectivement dans l'infrastructure. Et puis derrière, on a des phases d'autorisation administrative évidemment avant la mise en service. Évidemment, tout ne sera pas supporté par les clients, surtout dans une phase d'émergence. On va aussi rechercher des subventions et je voudrais remercier tout particulièrement les régions qui nous soutiennent, l'ADEME également et on l'espère demain prochainement la Commission européenne avec qui nous travaillons activement. Sur les projets, je vous propose de démarrer et de vous présenter la carte des projets. Au centre, vous voyez notre vision telle qu'on l'imagine d'un réseau futur hydrogène interconnecté européen, un réseau qui connecte l'ensemble des régions et des bassins et que finalement on vient construire tout d'abord très concrètement à une échelle plus locale. Premier projet, notre projet le plus avancé, c'est le projet Mosaïque entre la Moselle en France, la Sarre en Allemagne, on est également à proximité du Luxembourg. Premier projet sur lequel on va prendre notre décision d'investissement dans les prochaines semaines, c'est vraiment imminent, on est en train de terminer les études, on finit les toutes dernières négociations avec le consommateur principal sur les réservations de capacité. Alors cet écosystème c'est quoi? C'est 4 projets de production en Allemagne et en France, et c'est surtout un consommateur principal qui est un producteur d'acier et qui va transformer l'ensemble de sa production pour devenir neutre en carbone et notamment donc consommer une quantité importante d'hydrogène pour ce faire. Et on est sur un réseau de 100 km avec comme caractéristique, non seulement c'est le premier projet que GRTgaz mettra en service en 2027, c'est le premier projet transfrontalier dans ce modèle ouvert, non discriminatoire qu'évoquait Adeline, mais c'est également une première pour nous puisqu'on va également faire notre première conversion de réseau gaz en réseau 100% hydrogène, puisque sur les 100 km de réseau, 70 km seront en fait des canalisations gaz qui sont aujourd'hui non utilisées, qui sont disponibles pour pouvoir faire cette conversion. Alors on va, dès la décision d'investissement prise, déposer une demande administrative, une autorisation de convertir et d'exploiter ce futur réseau. On a déjà commencé évidemment à travailler avec l'administration et on espère effectivement rapidement avoir cette autorisation pour pouvoir construire et mettre en service.
Les projets suivants, en termes de maturité, le projet Dune à Dunkerque, on est toujours sur cette transformation de l'acier avec un client principal, ArcelorMittal, qui va également convertir un des hauts fourneaux au procédé d'IRL qui va consommer de l'hydrogène. Un client plutôt matériaux, Imerys, qui va également utiliser l'hydrogène pour se décarboner, et un producteur H2V qui va les desservir, et ce qui constitue un premier réseau de plus faible dimension, 20 km, parce qu'on est vraiment dans l'emprise portuaire, et sur lequel nous sommes en train de lancer des études de base pour, je l'espère, d'ici 18 mois, être en capacité de décider d'investissement, avec là aussi des clients qui attendent une mise en service fin 2027 de cet ouvrage. Donc vous voyez qu'on va avancer là aussi rapidement avec eux. Évidemment, un projet qui a vocation aussi demain raccorder d'autres consommateurs, et on est à proximité de la Belgique, sans doute de se connecter avec la Belgique. Inframed sur le port de Fos, nous sommes là sur un écosystème assez riche. D'abord, un ensemble de producteurs et de consommateurs sur la zone portuaire qui souhaitent s'interconnecter pour pouvoir bénéficier de la mutualisation offerte par un réseau. Et puis, caractéristique intéressante d'Inframed, ce sont des projets de stockage d'hydrogène, et notamment des stockages en cavité saline au niveau de Manosque, qui permettront d'offrir de la flexibilité, de la sécurité d'approvisionnement à cet écosystème complet. Et donc là aussi, nous parlons d'un réseau de 150 km sur lequel nous allons nous lançons là les études de base pour être prêts à un horizon fin 2027. Donc vous voyez qu'on est là aussi sur des choses extrêmement concrètes. Puis le dernier projet que je détaillerai, le projet Rhein, on est dans le sud de l'Alsace. On a un écosystème effectivement avec des acteurs importants de la chimie, des projets de production. On a la possibilité de s'interconnecter avec l'Allemagne, avec la Suisse et notamment l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et donc nous avons mené un appel à intérêt du marché qui a bien confirmé l'intérêt des acteurs d'avancer sur ce projet. Et donc nous allons lancer les différentes études pour pouvoir là aussi être au rendez-vous de cet écosystème. Alors il y a d'autres zones sur lesquelles nous avançons, nous sommes un peu moins avancés, mais nous y travaillons. La vallée de la chimie, bien sûr, la vallée de Seine, Saint-Nazaire, ce sont des zones sur lesquelles nous allons aussi travailler avec les acteurs locaux, avec les futurs consommateurs et producteurs pour, je l'espère, pouvoir l'année prochaine vous annoncer une carte encore plus riche de projets. Et alors, quels sont les grands projets au niveau européen ? Alors effectivement, les projets de bassin, on les complète par des projets européens. Alors j'en citais certains, Dune avec sa dimension de connexion avec la frontière belge. On a un projet autour de Valenciennes également qui émerge. Le projet Rhein avec ses connexions avec la Suisse et l'Allemagne. Mais évidemment, quand on parle de grands projets européens, je pense qu'on veut parler avant tout du corridor H2Med. C'est ce grand corridor qui va aller de la zone ibérique, depuis le Portugal jusqu'à l'Allemagne, en passant par la France. Très concrètement pour nous, ça veut dire le projet Barmar, une connexion sous-marine entre Barcelone et Marseille, sur lequel nous lançons cette année les études de faisabilité. Nous allons notamment faire les premières campagnes en mer qui vont nous permettre de crédibiliser les tracés et confirmer la route que nous allons prendre pour arriver jusqu'à Marseille. C'est ensuite le projet HFN qui vise à remonter la vallée du Rhône et à aller jusqu'à l'Allemagne, sur lequel, là aussi, nous lançons actuellement les études de faisabilité pour pouvoir confirmer ce projet qui se prolonge d'ailleurs avec notre filiale GRT Gas Deutschland qui, de l'autre côté de la frontière, travaille également sur un projet de conversion de canalisation qui va faire le prolongement et pouvoir alimenter toute l'Allemagne du Sud grâce à cette interconnexion. HFN, c'est un projet européen, mais je veux souligner aussi le caractère profondément français du projet, puisque à travers ce tracé, nous allons interconnecter les différents bassins industriels français, Fos, la vallée de la chimie, les grands bassins de l'Est, et nous allons également les raccorder au stockage, puisque c'est dans l'Est de la France que nous avons la possibilité de développer les cavités salines qui permettront des stockages massifs d'hydrogène, et ça correspond pleinement à la stratégie hydrogène que évoquait Adeline. Nous avons d'autres projets, nous voyons sur la carte par exemple notre projet Atlantique sur lequel nous lançons la première étude d'opportunité et qui va nous permettre petit à petit de compléter cette carte et d'offrir demain, encore une fois, ce grand réseau hydrogène interconnectant les différents bassins et offrant la possibilité de raccorder consommateurs et producteurs au stockage et
aux pays voisins. Merci Anthony. Je vous garde avec moi, on l'applaudit bien fort. Et je vais demander à Adeline et Sandrine de me rejoindre puisque c'est le moment d'échange